Cette année, on a déjà pas mal parlé smartphone ensemble sur la chaîne. Vous avez déjà vu passer deux grosses vidéos, la première dédiée aux meilleurs modèles à moins de 500 €, puis une autre encore plus serrée avec une section sous la barre des 300 €. L'idée était claire, vous montrer que même avec un budget limité, on peut trouver des smartphones super compétitifs, bien équilibrés et vraiment intéressants. Mais voilà, à force de me concentrer uniquement sur le prix, je me suis rendu compte d'un truc. On passe parfois à côté de l'essentiel. Parce qu'au fond, un téléphone, c'est pas juste une fiche technique ou un prix, c'est surtout un objet qu'on utilise tous les jours et chacun d'entre nous l'utilise différemment. Certains veulent la meilleure autonomie possible, d'autres ne jurent que par la photo, certains recherchent un design compact, d'autres veulent un vrai monstre de puissance pour le gaming. Bref, c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de me libérer de cette contrainte de budget et de revenir à la base, vos besoins réels. Ainsi, j'ai décidé de créer aujourd'hui ce que j'ai appelé les Yensing Smartphone Awards 2025. Le principe est simple, on va passer en revue toutes les grandes catégories d'usage et d'exigence, et pour chacune, je vais vous désigner le smartphone qui mérite le titre en cette fin d'année 2025. Mais comme d'habitude, on va essayer de rester le plus objectif possible pour rester au maximum dans la continuité de la chaîne, d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. J'ai donc créé 9 catégories, 9 grands prix, avec chacune leur petit nom. On commencera par des catégories un petit peu niche, avec dans l'ordre le prix Bamboo, le prix James Cameron et le prix OVNI. Et on va monter progressivement vers des catégories plus grand public, avec le prix Ironman, le prix Gotaga, le Paparazzi, l'EcoPlus, le MacGyver et enfin la catégorie reine, le prix Malinx le Lynx. Essayez de jouer le jeu dans les commentaires en essayant de deviner quelle catégorie est associée à quel prix et n'hésitez pas à faire vos recommandations de noms de prix et de catégories pour la prochaine sélection l'année prochaine. Et sans plus tarder, on commence par la première récompense de la vidéo, le prix Bamboo qui récompense le meilleur modèle pliant. Alors pour cette catégorie, ça n'a pas vraiment été évident. Déjà, il faut distinguer les deux types de pliants. On a les compacts, qui sont des smartphones normaux, entre guillemets, qui se replient sur eux-mêmes pour être beaucoup plus petits et ainsi être plus confortables à transporter. Et on a les pliants grand format, qui en plus de proposer un mode smartphone classique, peuvent s'agrandir en se dépliant pour proposer un écran interne beaucoup plus grand, proche de ce que peuvent offrir certaines tablettes, ce qui est parfait si vous utilisez plusieurs applications en même temps ou pour regarder du contenu. Alors on pourra en désigner un dans chaque catégorie, mais pour moi, il y a un modèle qui se démarque, notamment grâce à une offre bien plus intéressante que son prix de lancement, c'est le Samsung Galaxy Z Fold 7. Avec cette 7ème édition de son pliant grand format, Samsung a trouvé la recette parfaite selon moi sur l'ergonomie et le design, avec une finesse incroyable de 4,2 mm une fois déplié et quasi similaire au S25 Ultra lorsqu'il est fermé. Il se permet même d'être plus léger que celui-ci malgré la présence de ces deux écrans. C'est vraiment un bijou d'ingénierie qui le rend enfin comparable aux autres smartphones ultra premium au format traditionnel. On pourrait se dire que cette finesse, elle se fait forcément au détriment d'autres choses, mais quand on regarde dans le détail, on a absolument tout ce qu'on peut avoir besoin. 256 Go de stockage de base, une puce Snapdragon 8 Elite, quasiment la plus puissante du moment, deux écrans AMOLED 120 Hz LTPO lumineux et superbe avec un traitement anti-reflet ultra efficace, un système d'appareil photo complet avec notamment l'objectif 200 mégapixels hérité des Galaxy S Ultra, sans parler de l'autonomie confortable et des 7 années de suivi logiciel. Bref, sur la fiche technique, on peut dire qu'il n'y a aucun gros point faible majeur. Alors oui, sachant qu'il a été lancé au tarif de 2000 €, on peut lui reprocher plusieurs choses. La charge rapide qui est toujours aussi timide chez Samsung avec une puissance de 25 watts qui fait le plein en 1h30. Les objectifs secondaires comme l'ultra grand angle et le téléobjectif sont nettement moins bons que le capteur principal, mais qui reste tout à fait correct pour monsieur et madame tout le monde. Une chauffe assez perceptible en usage intensif prolongé, mais pas étonnant pour un produit aussi fin. Alors oui, il est pas parfait, mais c'est plus par rapport au tarif habituel que ces petits manques font grincer des dents. Alors qu'aujourd'hui, si je vous dis qu'on peut le trouver non pas à 2000 € comme à son lancement, mais plutôt à 1400 €, c'est certes toujours très cher par rapport au reste du marché, mais si avoir un téléphone slash tablette que vous avez toujours sur vous, léger pour sa taille, malgré tout performant dans tous les usages qu'on peut demander à un téléphone, et bien à 1400 €, je trouve que ça vaut clairement le coup comparé à d'autres téléphones plus classiques et pourtant tout aussi cher. Vous pouvez retrouver ce Z Fold 7 à ce prix en lien dans la description et pour être transparent avec vous, tous les liens que vous trouverez en bas sont des liens affiliés, donc je peux toucher une petite commission sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Si vous voulez me soutenir dans mon indépendance totale des marques constructeurs, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande.
Bon, soyons honnêtes, cette catégorie réserve rarement une surprise, et cette année encore, le trophée James Cameron du meilleur vidéophone revient à l'iPhone 17 Pro. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'en vidéo, Apple garde une longueur d'avance. Et pas forcément grâce à des capteurs plus gros ou à plus de pixels, mais avec une maîtrise globale de l'ensemble de ses paramètres et des fonctionnalités dédiées aux pros ou semi-professionnels de l'image. Déjà, la colorimétrie, elle reste parfaitement cohérente entre les trois capteurs. Vous pouvez passer de l'ultra grand angle au zoom et le rendu reste identique, même ton de peau, même luminosité, même équilibre, et ça, quasiment aucun Android ne le fait aussi bien en vidéo. Ensuite, la stabilisation. Vous pouvez marcher, courir, filmer à la main levée. Le plan reste fluide, net et sans tremblement majeur. Et combiné au traitement HDR d'Apple, vous obtenez une plage dynamique vraiment large pour un smartphone, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus de détails à la fois dans les hautes lumières que dans les ombres, ce qui limite les images brûlées ou sous-exposées, et ce même en contre-jour. Mais surtout, là où l'iPhone fait la différence, c'est sur la fiabilité. Il chauffe peu, surtout dans cette version 17 Pro qui est dotée d'une chambre à vapeur. Il ne lag pas, il ne plante pas, vous savez ce que vous avez tourné et dans la boîte. Et bien sûr, il y a tout le côté pro avec l'intégration du format ProRes, le mode log, le Dolby Vision HDR, la capture directe sur SSD et une intégration parfaite avec les logiciels de montage Final Cut Pro ou DaVinci Resolve. C'est littéralement un outil de tournage professionnel mais qui tient dans la poche. Et c'est pas pour rien que de nombreux créateurs, vlogueurs et même productions télévisées l'utilisent comme caméra secondaire, voire même principale. Alors oui, certains Android font des merveilles en photo ou en zoom, mais pour la vidéo, l'iPhone reste la référence absolue. Cohérence, fluidité, fiabilité, rendu cinématique, il garde la couronne encore une fois cette année. Le prix James Cameron est donc remis à l'iPhone 17 Pro Max sans contestation possible. Pour la catégorie suivante, c'est celle qui récompense la marque qui ose. On n'est toujours pas sur un téléphone parfait qui coche toutes les cases, mais au moins on a une proposition vraiment originale, tant dans le design que par les fonctionnalités. Et cette année, le prix OVNI revient au Nothing Phone 3. Depuis le tout premier modèle, Nothing a réussi à faire ce que peu d'entreprises osent encore tenter, donner une vraie identité visuelle et logicielle à leurs produits. Et ce Phone 3 pousse encore un peu plus loin ce concept. Déjà, impossible de pas le reconnaître. Le dos transparent, la nouvelle interface à LED glyph qui s'allume pour les notifications ou la musique, cette esthétique un petit peu rétro-futuriste, il a une vraie personnalité, une vraie gueule. On aime ou on déteste, mais au moins il laisse personne indifférent. Et ce n'est pas qu'un gadget visuel. Nothing a aussi soigné le logiciel avec son interface Nothing OS, sobre, fluide et parfaitement intégré à l'esprit du téléphone. C'est un Android minimaliste, sans surcouche inutile, qui respire la cohérence du design jusque dans les menus. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est de voir enfin une marque sous Android qui a le courage de faire autrement dans un marché qui devient de plus en plus uniforme où tout le monde se copie les uns sur les autres. Le Nothing Phone 3 ne cherche pas à être le plus puissant ni le plus cher, il cherche juste à proposer une expérience différente, un smartphone qui a une âme, et ça, c'est très rare aujourd'hui. Oui, là encore, il n'a pas les meilleures performances en photo, ni la plus grosse batterie, mais il a ce petit quelque chose en plus qu'on trouve nulle part ailleurs sur Android. C'est pourquoi le prix OVNI du modèle le plus original revient donc au Nothing Phone 3, pour rappeler à tout le monde qu'en 2025, l'innovation, ce n'est pas seulement une question de puissance, mais aussi de personnalité. Pour le trophée Ironman, on parle pas de performance brute, pas de design tape à l'œil, mais bien de batterie et d'endurance. Et cette année, le prix Ironman revient au Realme GT7. Ce téléphone, c'est une vraie machine de guerre côté autonomie. Sa batterie, combinée à une excellente optimisation logicielle et une recharge ultra rapide, en fait tout simplement l'un des smartphones les plus endurants du moment. On parle là d'un smartphone capable de tenir 2 à 3 jours complets d'usage mixte, tout en ayant un écran lumineux, fluide et des performances assez haut de gamme. Le protocole de test du site GSM Arena, que j'utilise comme référence principale pour mes comparatifs, annonce 21h06 d'utilisation active en usage standard qui mélange 20% d'appels et de jeux vidéo et 30% de streaming vidéo et de navigation web. Et le plus impressionnant, c'est que même avec cette autonomie monstrueuse, le Realme GT7 se recharge en un clin d'œil. Avec son chargeur officiel de 120 watts et sa technologie propriétaire, vous rechargez de 0 à 55% en seulement 15 minutes et le plein se fait en un peu plus d'une demi-heure. En gros, la batterie n'est absolument plus un problème pour ce téléphone et même pour le long terme, avoir une telle autonomie garantit que celle-ci restera tout à fait suffisante pour de nombreuses années, même si vous en avez un usage très intensif. C'est vraiment ça qui me plaît dans ce modèle, c'est que Realme a non seulement trouvé un équilibre entre puissance, autonomie et confort d'utilisation, mais ils ont aussi monté le niveau d'exigence global de chacun de ces critères beaucoup plus haut que ce que peut faire par exemple du Samsung sur le milieu de gamme, comme la série des Galaxy A50 où leurs modèles sont très équilibrés aussi, mais qui sont toujours un peu à la traîne sur certains aspects, comme la recharge ou la puissance par rapport à la concurrence au même prix. Le prix Ironman est donc attribué au Realme GT7 pour son autonomie hors norme, sa charge éclair et sa fiabilité à toute épreuve. Un vrai super-héros de la batterie prêt à encaisser toutes vos journées, même les plus intenses.
Pour la catégorie suivante, on parle de puissance brute, de fluidité, de réactivité et de capacité à tenir la cadence même dans les jeux les plus exigeants. Bref, le genre de smartphone qui ne bronche pas même quand vous le poussez à fond. Et cette année, le prix Gotaga du meilleur smartphone pour le jeu vidéo revient au Poco X7 Pro. Ce téléphone, c'est la démonstration parfaite que pour jouer, il n'est pas nécessaire de dépenser 1000 € ou plus en 2025. On retrouve la puissante puce Dimensity 8400 de Mediatek, couplé à un système de refroidissement efficace. Autant dire que sur des jeux comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact ou PUBG, ça tourne à fond, sans baisse de framerate notable, et une chauffe bien maîtrisée même sur de longues sessions. Pour vous dire, même si les tests de performance montrent une baisse d'environ 25% au bout d'un certain temps pour éviter la surchauffe, ce téléphone a tellement de marge que vous constaterez absolument aucun changement à l'écran. En plus de ça, du point de vue logiciel, ce téléphone propose tout un panel de fonctionnalités liées au gaming dans son HUD Game Turbo. Ce menu il s'ouvre en faisant glisser son doigt depuis un coin de l'écran, ce qui ouvre une fenêtre par-dessus l'écran de votre jeu et vous permet de faire plusieurs choses, comme désactiver toutes les autres applications en arrière-plan, libérer de la mémoire vive et de la puissance processeur, supprimer les distractions comme les notifications ou les appels, lancer un enregistrement d'écran ou encore activer un mode performance pour booster encore plus la fluidité et la résolution graphique de vos jeux. Aussi côté batterie, Poco offre ce qu'il faut avec une batterie de 6000 mAh très endurante et surtout une charge rapide de 90 watts avec le chargeur officiel qui permet de passer de 0 à 80% en 30 minutes et 100% en environ 45 minutes. De quoi donner un gros coup de jus même si vous avez peu de temps devant vous. En plus de ça, on a aussi un très bel écran OLED de 6,67 pouces 120 Hz avec une luminosité qui dépasse les 1300 nits, donc vous pouvez même jouer en extérieur par beau temps, vous aurez toujours un écran lisible. Honnêtement, pour un smartphone qu'on trouve régulièrement autour des 300 €, le rapport puissance-prix est juste exceptionnel. C'est un vrai concentré de performance à un prix plancher et c'est précisément ce qui lui permet de décrocher ce trophée du meilleur smartphone gaming de l'année. Mais attention, je dois dire quand même que ça s'est joué à très peu de choses, avec le Red Magic 10 Pro qui était pas loin derrière, avec une fiche technique monstrueuse et un vrai ADN de gamer, notamment grâce à son design très typé geek, sa puissance énorme avec son Snapdragon Gen 8 Elite, un ventilateur intégré et ses gâchettes tactiles. Si vous cherchez un modèle entièrement dédié au jeu pur, c'est un excellent choix, d'autant plus qu'il n'est vraiment pas cher pour ce qu'il propose, à environ 650 €. Mais c'est avant tout son suivi logiciel qui lui coûte la première place, car il dispose que d'une seule année de mise à jour Android majeur et seulement 3 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est ridicule en 2025. Le prix Gotaga du meilleur smartphone pour le jeu vidéo revient donc au Poco X7 Pro, un monstre de puissance, accessible et polyvalent, capable de rivaliser avec des modèles 2 à 3 fois plus chers facilement. Pour le prix Paparazzi, on va se concentrer sur la qualité en photographie. Et sur ça, je suis particulièrement exigeant car étant moi-même photographe amateur, je suis très demandant pour mon smartphone de ce point de vue, car si c'est la seule caméra que j'ai en permanence avec moi, je veux qu'elle fasse le meilleur job possible. Ici, je valorise donc plusieurs choses. Tout d'abord, la polyvalence, c'est-à-dire est-ce que j'ai plusieurs objectifs qui me permettent de couvrir la plus large plage focale possible, notamment en termes de zoom, la cohérence colorimétrique entre les différents capteurs, les différentes fonctionnalités de capture, mais aussi la puissance de l'intelligence artificielle pour m'aider à prendre ou à retoucher mes photos. Et cette année, le prix Paparazzi du meilleur photophone de l'année revient au Google Pixel 10 Pro. Depuis plusieurs années, Google a bâti sa réputation sur la photo et cette nouvelle génération confirme qu'ils sont toujours les rois du traitement logiciel. Le Pixel 10 Pro, c'est un peu l'appareil photo point and shoot par excellence. C'est-à-dire que vous sortez votre smartphone, vous prenez votre photo et vous n'avez quasiment aucun réglage à faire. Et votre photo a quand même de grandes chances d'être de belle qualité. Techniquement parlant, car si vous savez pas cadrer, c'est un autre problème. Sous le module photo, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un nouveau téléobjectif périscopique x5 de 48 mégapixels, épaulé par un ultra grand angle lui aussi de 48 mégapixels. Même la caméra selfie a été gâtée car on a un capteur ultra grand angle de 42 mégapixels avec un large champ de vision. On a donc 4 objectifs qui sont très bien définis, qui vont nous permettre de faire du recadrage dans les images et on a une réelle cohérence colorimétrique entre ces 4 objectifs malgré le grand écart de focale entre l'ultra grand angle et le zoom x5. Franchement, chapeau Google. Les portraits par exemple sont d'une justesse impressionnante. Le détourage du sujet, la gestion des teintes de peau, la douceur du flou d'arrière-plan, tout respire la maîtrise. Et de nuit, la magie opère toujours avec le mode Night Sight qui reste l'un des plus efficaces du marché, avec une restitution des ombres et des lumières qui reste très naturelle, sans virer dans l'effet HDR exagéré qu'on retrouve parfois ailleurs. Et évidemment, l'atout maître de Google, c'est aussi l'IA. On a la désormais classique gomme magique, la fonctionnalité m'ajouter pour prendre une photo de groupe en 2 temps pour intégrer la première personne qui prend la photo, la fonction Best Take qui permet de choisir la meilleure expression du visage après la prise de vue, et même un photo coach qui donne des
conseils en termes de cadrage et de réglage pour prendre les meilleurs clichés. Il y a aussi un dernier outil qui est assez controversé et je sais pas encore trop quoi en penser, c'est la fonctionnalité ProRes Zoom qui peut s'activer à partir du zoom x30 qui a la particularité à la fois d'améliorer mais aussi d'inventer des détails dans votre image grâce à l'IA, ce qui peut être catastrophique dans certaines situations mais qui peut quand même produire des résultats bluffants dans certaines autres. Mais est-ce que c'est encore de la photo ou de la génération d'images sur la base d'une photo comme on le ferait avec un prompt? Difficile à décerner le vrai du faux. Bref, le Pixel 10 Pro propose plein d'outils, certains étant purement gadgets et amusants, mais aussi d'autres beaucoup plus utiles et pertinents. Alors il y a d'autres excellents modèles, et la photo c'est vraiment là où la plupart des modèles très haut de gamme se tirent la bourre. On a par exemple l'iPhone 17 Pro Max, le Galaxy S25 Ultra ou encore le Xiaomi 15 Ultra qui a failli piquer la première place, surtout cette dernière grâce à l'ergonomie de sa poignée photo avec batterie intégrée. Mais le prix paparazzi du meilleur smartphone photo revient au Google Pixel 10 Pro pour sa constance, sa facilité d'utilisation et ses outils d'intelligence artificielle très différenciants et originaux par rapport aux autres flagships. Pour cette catégorie, on recherche le smartphone le plus complet possible sous la barre symbolique des 200 €. C'est celui qui en offre le plus sans exploser le budget. Et cette année, promis, c'est pas un Redmi, c'est le Poco M7 Pro 5G qui remporte le prix EcoPlus. Ce modèle, c'est encore la preuve qu'on peut trouver de vrais bons plans pour pas cher du tout, car pour moins de 200 €, il propose un écran AMOLED 120 Hz d'excellente qualité, une luminosité record pour cette gamme à plus de 1000 nits mesurés, ce qui le rend très lisible même en plein soleil. C'est un confort visuel qu'on ne retrouve presque jamais à ce prix. Côté autonomie, c'est aussi un petit champion. Sa batterie de 5110 mAh lui permet de tenir facilement une grosse journée et demie sans broncher, peut aller largement chercher les 2 jours, et la recharge de 45 watts fait le plein en à peine 1 heure, de quoi repartir rapidement sans rester collé à la prise. Mais ce qui surprend le plus, c'est au niveau de l'équipement. On retrouve une certification IP64, un port micro SD pour étendre le stockage, les haut-parleurs stéréo et même une prise jack 3.5 pour les écouteurs et casques filaires, une rareté en 2025. Évidemment, là où le bas blesse, c'est en photo, ça rivalise pas avec les modèles haut de gamme évidemment, car on a un seul capteur grand angle qui est tout à fait correct si la lumière est suffisante, mais ne lui demandez pas la lune, c'est pas du tout un produit fait pour la photo. Niveau processeur aussi, on a un Dimensity 7025 Ultra qui reste un peu trop juste pour les jeux lourds. L'interface HyperOS embarque toujours beaucoup de bloatware qu'il faut nettoyer lors de la première initialisation, mais une fois configuré, le téléphone tourne de manière fluide et stable pour tous les usages du quotidien. Honnêtement, pour un smartphone disponible à moins de 200 € en France, c'est difficile de trouver mieux aujourd'hui. Un très bel écran, une autonomie solide, des fonctions complètes et un design soigné, le Poco M7 Pro 5G coche toutes les cases essentiel. C'est donc à lui que revient le prix EcoPlus, un modèle qui prouve qu'on peut encore avoir un vrai bon téléphone complet et fiable sans se ruiner. Pour cette avant-dernière catégorie, on cherche un smartphone qui sait tout faire et qui excelle dans tous les domaines pour avoir le couteau suisse ultime. Et cette année, le prix MacGyver du smartphone le plus polyvalent est partagé entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et son successeur, le S25 Ultra. Cette polyvalence, ça s'incarne déjà dans la fiche technique. Plus Snapdragon 8 Gen 3 pour le S24 Ultra et 8 Elite pour le S25, cette dernière étant un peu plus puissante sur le papier, mais dans la réalité ça ne se ressent vraiment pas. On a dans les deux cas des smartphones puissants et fluides en toutes circonstances, même pour le jeu vidéo intensif. Niveau batterie, on a une capacité de 5000 mAh dans les deux cas qui garantit facilement une journée intensive, voire une et demie, et avec un petit avantage pour le S25 Ultra qui va tenir un petit peu plus longtemps que l'autre. La recharge dans les deux cas est en 45 watts pour faire le plein de 0 à 100% en environ 1 heure. Et surtout là où il se distingue, c'est sur l'écran, car on a à mon sens les meilleurs écrans OLED du marché, non seulement par leur grande taille de 6,8 et 6,9 pouces, leur 120 Hz LTPO et une luminosité maximale d'environ 1500 nits, mais aussi pour une particularité encore unique sur le marché, c'est le traitement anti-reflet qui divise par 3 le nombre de reflets par rapport à la plupart des modèles actuels, ce qui en fait tout simplement l'écran ultime pour pouvoir l'utiliser dans n'importe quel scénario de lumière ambiante, même en plein soleil d'été. C'est un confort dont on peut plus passer une fois qu'on y a goûté, et j'espère vraiment que d'autres constructeurs et modèles vont pousser dans ce sens à l'avenir. En photographie aussi, on a une polyvalence redoutable avec une configuration similaire sur les deux appareils, et avec pas moins de 4 capteurs à l'arrière. C'est beaucoup, mais les plus intéressants par rapport à la concurrence sera le capteur principal grand angle de 200 mégapixels, qui est sûrement le meilleur grand angle du marché, et un téléobjectif optique x5 de 50 mégapixels, qui est lui un peu plus commun, et qui vous permet autant de prendre des images de sujets très près que de sujets très éloignés, toujours avec une excellente qualité optique. Mais là où il fait la différence, c'est sur la polyvalence logicielle. Entre les outils de retouche photo par l'IA, la traduction en direct, le recadrage intelligent, la réorganisation des notes écrites ou la transcription de notes audio,
On a déjà beaucoup d'outils qui ne serviront peut-être pas à tout le monde, mais qui peut le plus, peut le moins, et vous risquez pas de manquer de quoi que ce soit. Mais encore mieux que ces petites aides, ce qui différencie le plus le S24 et le S25 Ultra, ce sont pour moi les modes DeX qui permettent de transformer le téléphone en vrai ordinateur d'appoint une fois connecté à un écran externe. Sans oublier aussi le S Pen qui se range directement dans le châssis du téléphone et permet d'avoir un usage beaucoup plus précis de l'écran tactile, surtout pour la retouche photo, le montage vidéo ou pour la prise de notes. En gros, c'est comme si on avait à la fois un smartphone, une tablette et un ordinateur au sein d'un même objet, et ça, pour les jeunes générations qui ont l'habitude de faire tout avec leur téléphone, c'est un argument de poids en leur faveur. Pour moi, ces téléphones n'ont absolument aucun défaut dans l'absolu, même sur le suivi logiciel qui est très généreux avec 7 années de mise à jour d'OS et de sécurité, en comptant plus leur date de sortie bien sûr, donc comptez 6 ans pour le S25 Ultra et 5 ans pour le S24 à l'heure actuelle, ce qui est toujours très confortable. Le seul reproche qu'on pourrait leur faire, et là encore c'est subjectif, ce serait la taille de l'écran et le poids si jamais vous n'aimez pas les grands téléphones, mais ça c'est propre à chacun et c'est pas un défaut en soi, c'est juste à savoir au moment de l'achat. Si j'inclus les deux modèles, c'est parce que leurs différences sont assez minimes, mais il y en a quand même quelques-unes, à savoir le S Pen qui sert d'interrupteur et de déclencheur à distance sur le S24 mais plus sur le S25 Ultra, qui est extrêmement dommage notamment dans un usage professionnel ou pour de la photo de groupe par exemple. On a aussi comme tout à l'heure cité l'autonomie qui est plus intéressante sur le S25 que le S24, et si c'est leur taille et le poids qui vous fait peur, sachez que le S25 Ultra propose certes un écran un poil plus grand, mais il est malgré ça un peu plus fin et surtout plus léger, avec un poids de 219 grammes contre 232 pour le S24 Ultra. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais quand on a un si grand appareil, la différence se fait clairement ressentir et on gagne en confort d'utilisation. La dernière différence, c'est évidemment le prix. Sorti début 2024, le S24 Ultra peut se retrouver neuf aux alentours des 900 € actuellement, alors que pour le S25 Ultra, ce sera plutôt autour des 1050-1100 €. Donc on a soit une version plus ancienne, un peu plus lourde mais avec un S Pen connecté et un prix moins élevé, ou de l'autre, on a la version plus moderne, plus grand mais plus léger, et avec une meilleure batterie et un suivi logiciel un peu plus long. Donc si vous avez un réel usage du S Pen connecté, que vous êtes amené à l'utiliser dans un cadre pro ou que vous faites souvent de la photo de groupe, le S24 Ultra est le choix incontournable. Par contre, si vous n'êtes absolument pas concerné par ça, le S25 Ultra est le choix évident. D'ailleurs, je suis très curieux d'avoir votre avis si vous préférez l'un ou l'autre en prenant en compte la différence de prix. Dites-moi ça dans les commentaires. Et enfin, on arrive à la catégorie reine et emblématique de la chaîne. On va parler du meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. Le smartphone qui, sans être le plus puissant ni le plus cher, réussit à trouver le juste équilibre entre performance, confort et prix plancher, celui qui vous fait dire « Ok, là, on en a vraiment pour son argent ». Et cette année, le prix Malinx revient à mon coup de cœur de l'année, le CMF Phone 2 Pro. Ce modèle, c'est typiquement le genre de produit qui bouscule les codes et les exigences du marché. Il n'essaie pas de tout faire parfaitement, mais il assure absolument tous les essentiels et va même beaucoup plus loin que ses concurrents au même tarif. Déjà, ce téléphone, il étonne par sa fluidité. Il embarque le processeur Dimensity 7300 Pro 5G, une puce récente et efficace, couplée à un écran AMOLED 120 Hz très lumineux et parfaitement calibré. Le résultat, c'est une expérience ultra fluide au quotidien, que ce soit pour naviguer, jouer ou regarder du contenu. Et honnêtement, dans cette gamme de prix, peu de modèles arrivent à offrir un tel confort visuel et une telle réactivité. Même en usage intensif et prolongé comme du jeu vidéo 3D, le processeur est extrêmement bien refroidi et ne bride pratiquement pas ses performances. Le téléphone ne chauffe jamais à l'excès, ce qui autorise même du jeu vidéo 3D avec une bonne qualité d'affichage global, une prouesse là encore pour un modèle d'entrée de gamme. L'autonomie est un autre bon point, la batterie de 5000 mAh tient facilement 1 à 2 journées et la charge 33 watts fait le plein en une petite heure et demie. Pas très rapide certes, mais normal. Côté photo, il n'a pas la prétention d'égaler les flagships, mais le capteur principal de 50 mégapixels s'en sort très bien de jour, avec des couleurs naturelles et un bon niveau de détail. L'ultra grand angle, lui, est bien moins intéressant avec sa définition de 8 mégapixels sans stabilisation ni autofocus, donc là il sera juste là pour dépanner. Par contre, ce qui le différencie vraiment des autres, c'est le téléobjectif optique x2 de 50 mégapixels lui aussi, ce qui lui offre une très belle polyvalence pour la photo de sujets éloignés et notamment pour le mode portrait. Et ça, c'est très rare, voire unique à ce niveau de prix. Niveau logiciel aussi, il gagne des points, on reste sur Nothing OS, mais dans une version épurée, fluide et sans surcouche lourde ni publicité intrusive, contrairement à tous les smartphones chinois truffés de bloatware et de publicité invasive. L'interface est claire, rapide, très agréable à utiliser au quotidien. Et le tout pour un tarif de seulement 259 € en version 8 Go, 256 Go de stockage, avec un design premium, un écran de haut niveau, une bonne autonomie et des performances largement suffisantes pour la majorité des usages. C'est simple à ce prix-là,
aucun autre modèle ne propose un tel équilibre global. Tout ce qu'il fait, il le fait bien et il n'a vraiment aucune faiblesse éliminatoire. Le prix Malinx Lynx du meilleur rapport qualité-prix revient donc au CMF Fun 2 Pro, un smartphone malin, bien pensé et surtout honnête dans tout ce qu'il propose. Un vrai coup de maître qui redéfinit ce qu'est un smartphone entrée de gamme. Et voilà pour cette cérémonie des Yensing Smartphone Awards, j'espère que le concept vous a plu. Évidemment, ça représente que mon avis personnel, il y a forcément une petite part de subjectivité, mais j'ai quand même essayé d'être le plus objectif possible. Je vous invite vraiment à me donner votre avis dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou pas sur telle ou telle catégorie, ou même de proposer votre propre classement, ce serait super intéressant. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à aller voir mes précédents guides d'achat, il y en a pour tous les goûts, smartphone, tablette, télévision, écran gamer, et si vous voulez pas louper les prochains, le petit abonnement, c'est gratuit et ça me soutient dans ma démarche d'indépendance des marques constructeurs. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Yensing. Bye bye.